Le mardi, c'est hors série. Led Zeppelin, Pat Def, Claude François. Les années 70, c'était culturellement plutôt important. C'est la décennie d'Orange Mécanique, c'est la décennie du Parrain, mais c'est aussi les Bidas en folie. Bon, voilà. Si on devait noter les années 70, c'est du coup bien, mais pas top. Je suis Mathieu Bert, accompagné de la fantastique Aurélie Mantic, et cette semaine, c'est That 70 Show dans Hors Série. Bonjour Aurélie. Bonjour Mathieu. Et oui, aujourd'hui, on va parler de That 70 Show. C'est l'histoire de 6 lycéens du Wisconsin. On suit leur vie d'adolescents, de tous les jours, amour, école, premier job ou non. En gros, c'est plus belle la vie, sauf que là, il y a de l'humour aussi. Beaucoup. Et ça vient du fait que la série date des années 90, mais elle nous montre une époque des années 70. Donc en fait, on peut s'en moquer, on peut se moquer un peu de tous ces clichés qu'on peut retrouver dans les années 70, de la technologie à la politique de l'époque. Oui, c'est ça, par exemple, on trouve dans les maisons du mobilier très très kitsch années 70, des couleurs pastel partout, ou juste le combiné téléphonique accroché au mur. Ça paraît ridicule aujourd'hui et du coup, il y a un petit côté décalage. Chère madame, je suis Bob les bonnes affaires. Oh, je vois que vous vous intéressez au mixeur. Alors, vous voyez celui-là? Ce serait pas un bon choix. Je dirais qu'il faut que vous choisissiez entre ces deux-là. Mais celui-là, imaginez-vous en train de mixer avec cette merveille? Oh oui. Ok, alors emportez ça jusqu'à la caisse et passez une très bonne journée. Et la série, elle a un casting de dingue, en fait. Il y a Ashton Kutcher, Mila Kunis, il y a Topher Grace qui est le héros de la série, qui joue notamment Venom dans Spider-Man 3, dans la seule série Spider-Man qui existe au cinéma, ça c'est sûr. Et les jeunes qui sont là, mine de rien, ils ont fait des super carrières d'acteurs. Il y a Laura Prepon dont on reparlera plus tard, qui joue dans Orange is the New Black. Il y a Danny Masterson dont on parlera également, peut-être ou pas. Si un jour on parle de The Ranch. Je vais en profiter pour parler un peu du côté féministe ou alors justement non féministe qu'on retrouve dans la série. En tout cas au début, il y a un côté patriarcal qui est présenté dans cette série qui me dérange pas mal. En tout cas, c'est ce qu'on voit au début. Par exemple, à un moment donné, Donna commence à sortir avec des garçons et du coup, elle demande conseil à sa mère et cette dernière lui donne vraiment de très mauvais conseils en fait. Avec Eric, on joue depuis notre enfance ensemble. Des fois, c'est lui qui gagne, d'autres fois, c'est moi. D'accord, mais ce sont les règles qui ont changé. Les femmes doivent parfois se faire passer pour des êtres fragiles et laisser les hommes se sentir supérieurs. Les relations ont évolué, c'est différent maintenant. Il faut l'égalité des sexes, c'est le vrai progrès. Fais ce que tu veux, reste bloqué sur tes principes, chérie. Comme ça, quand tu seras vieille, tu raconteras à tes chats qu'un jour tu as été championne de basket. Il y a ces rires gras qui sont juste derrière, les fameux rires qu'on retrouve souvent dans les séries comiques, qui rajoutent un peu à ce malaise. Alors cependant, c'est quand même à nuancer parce que au fil de la série, il y a une évolution des personnages et notamment de la mère. Et on peut vraiment du coup parler d'une série d'apprentissage ici. Contrairement à d'autres séries où on peut voir par exemple des archétypes du tombeur ou du macho ou de la pain-bêche, là les personnages là sont dans ces clichés mais ils n'y restent pas. Ils changent, ils mûrissent et grandissent, que ce soit pour les ados ou pour les adultes. C'est intéressant par exemple de voir que généralement dans ce genre de série, le groupe d'ados évolue, devient adulte et tout ça, mais là les adultes se remettent en question aussi. Par exemple la mère de Donna qui au début
laisse son mari faire absolument tout ce qu'il veut et tout ça, va se mettre au fur et à mesure des saisons à s'intéresser à ce qu'est le féminisme, par exemple, commence à organiser des réunions chez elle avec d'autres femmes, ce genre de choses, poser des questions, va finir par quitter son mari des années plus tard. Bon, c'est pas du tout l'héroïne, c'est pas du tout dans l'histoire, c'est pas important au final, elle est vraiment au second plan. Mais pour autant, il y a une évolution chez ces personnages-là. On se rend compte aussi qu'il y a des problèmes. C'est pas juste l'adolescent qui est là, qui vit ses histoires d'amour et point, c'est fini. Le jour où il a réussi à trouver sa copine, l'histoire se termine. C'est pas American Pie. C'est comme une tarte aux pommes tièdes. Ah oui? Eh ouais, aux pommes. C'est une histoire où les personnages évoluent et ont un sens. Et c'est quelque chose de très intéressant, surtout pour une série comique en fait, où généralement dans une série comique, voilà, on va accompagner le gars du moment où il rentre dans son premier boulot au moment où il se marie, ce qui est hyper triste parce qu'en fait, après son mariage, il va sûrement avoir des déboires, des machins, des trucs, des moments pas très chouettes dans la vie, des moments tristes. Et mettre des moments tristes dans une série comique, c'est quand même vachement compliqué. Et ça demande quand même un certain talent. Et rien que pour ça, cette série est à regarder énormément. Oui, et je pense que justement le fait que, comme tu le disais tout à l'heure, c'est une série qui parle des années 70, mais qui est tournée bien plus tard, ça permet de montrer tous ces clichés et ça permet de les dénoncer, que ce soit, comme on le disait, au niveau de la misogynie ordinaire, mais il y a aussi l'homophobie ordinaire, le racisme ordinaire, tous ces clichés qu'on peut retrouver un peu. C'est ça, et puis la série, elle est également connue pour la qualité de ses guests, de ses invités. Par exemple, dans la dernière saison, il y a Lindsay Lohan qui vient comme ça parce qu'elle aime bien la série. Mais dans la saison 1 par exemple, il y a Dwayne Johnson dedans, donc The Rock, l'acteur le mieux payé au monde, qui passe en fait. Donc c'est un épisode où les héros veulent assister à un show de catch. Où la vedette du show c'est Rocky Johnson, le vrai père dans la vraie vie de Dwayne Johnson. Et donc ils finissent par assister au show, ils finissent par aller backstage après le show, et le père de The Rock est donc joué par The Rock lui-même. C'est vraiment gentil d'emmener votre fils voir des combats de catch. J'ai un fils aussi. Et un jour, il sera peut-être le plus grand catcheur de tous les temps, le plus charismatique de tous les sportifs. Oui, et par exemple, la série, elle est plutôt connue pour parce que dans sa production, il y a pas mal de gimmicks, de choses qui reviennent dans tous les épisodes. On est très axé sur la musique, enfin sur le rock psychédélique années 70. Les transitions entre deux scènes, par exemple, ça va être les personnages qui chantent à coups de ouh yeah et de trucs comme ça. Et j'ai un micro et j'ai lâché le pire ouillet de l'histoire de l'humanité avec un micro devant moi, c'est affreux. Il y a des plans cannabis dans le garage. C'est-à-dire que les personnages se mettent sur une table ronde, la caméra regarde un des personnages en gros plan sur sa tête, pendant que du coup on imagine qu'un joint est en train de passer, et donc du coup la caméra tourne comme si on faisait tourner le joint, et eux ils racontent des bouts d'histoire à moitié défoncés qui font avancer l'intrigue ou pas, parce que généralement il y en a toujours un qui joue avec un paquet de Doritos, et ça par exemple ça se retrouve dans un peu tous les épisodes, et en fait c'est des moments très très drôles et très marquants de la série. Je sais que j'ai ri pendant des heures sur certains épisodes pour ce genre de choses. C'est une bonne série qu'on peut retrouver comme ça un soir en rentrant du boulot, se l'allumer et tomber sur sa bande de vieux potes en fait qu'on connaît. On peut allumer un épisode, voir ce petit plan cannabis qu'on connaît par cœur, même si on connaît pas l'épisode, et se marrer 5 minutes et ensuite aller faire autre chose quoi. Alors vu que tu es un très grand fan de That 70 Show, tu nous donnes le mot de la fin, Mathieu? Je dirais juste qu'il faut tenir jusqu'au bout. Vraiment, faut regarder jusqu'au bout, juste parce que dans la dernière saison, il y a un personnage qui s'appelle Léo, qui est un ancien disquaire complètement défoncé, qui rentre du Vietnam, et que rien que pour ça, il faut regarder That 70 Show. Je sais pas, là t'arrives comme un cheveu sur la soupe. Au beau milieu de Hawaï, police d'État. Léo, il n'y a pas de télé, tu dérailles. Et alors, n'empêche que c'est l'heure du feuilleton.